Donc je vous rappelle les règles de présentation. C'est 3 minutes de présentation et 2 minutes ensuite de questions et réponses. Pour des raisons d'organisation, parce qu'on aura aussi des questions en ligne, je vous propose de faire les 4 premières présentations et puis ensuite on fera une séance de questions pour chaque communication orale et ensuite on fera les 4 suivantes. Et donc, pour ne pas perdre de temps, j'appelle monsieur ou madame El Amin pour la présentation coup de cœur de cette session sur l'apnée du sommeil post-AVC, effet de l'hypoxie intermittente sur la récupération cérébrovasculaire. Merci. Sorry, but we have 8 minutes, right? Sorry, we have 8 minutes of presentation, right? Because you said 3. Moi, j'avais lu 3 minutes après, ok. 8 x 8, 64. Ok. Allez-y. Thank you. So, hello everyone, I am Bayan El Amin and I am a PhD student in my 3rd year. And I work on post-stroke sleep apnea, where I study the effect of intermittent hypoxia on the cerebrovascular recovery. This project is a collaboration between Grenoble Institute of Neuroscience and HP2 Lab in Grenoble, and it is supervised by Anne Briançon and Claire Rome. So to start with a little bit of introduction, what is obstructive sleep apnea? It is the most common sleep-related breathing disorder. What happens is that during sleep, the patient will have a non-continuous episodes of total obstruction of the airway, leading to absence of breathing, which means hypoxia and sleep fragmentation. The patient will wake up and will have a reoxygenation phase. So these cycles of hypoxia and reoxygenations are called intermittent hypoxia. On the other hand, ischemic stroke is the sudden death of brain cells due to lack of oxygen, and it is caused by blockage of the blood flow. After stroke, there is a recovery phase, which can be complicated by certain comorbidities, such as obstructive sleep apnea, where studies have shown that sleep apnea occurs in 30 to 50% of stroke patients. So we hypothesized if obstructive sleep apnea and the stroke have both similar mechanisms of action, such as inflammation and oxidative stress, what if intermittent hypoxia is aggravating the cerebrovascular damage after stroke and impairing its recovery? And this will lead to brain disturbances that can be detectable by plasma and brain biomarkers. So what we do is, on a rat model, we first do a focal ischemic injury induction, and this is by a stereotactic surgery by injection of a malonate. Malonate is a cytotoxin which leads to cell necrosis. And after 24 hours, we perform a simple MRI image, as you can see here, just to confirm the lesion first and measure the size. After another 24 hours, we expose these rats to either intermittent hypoxia or normoxia. And we have some control groups in which we inject PBS at the day of the surgery instead of malonate. At the middle of the exposure, we again perform another simple MRI to again measure the lesion size. And at the end of the exposure, we perform more complex MRI. We sacrifice the rats. We are mainly interested in brain and blood. In fact, the blood is not taken only at the end of the exposure, but we take blood at the different time point of the exposure, and we are interested in seeing some plasma metabolomics on these samples. So the first question we asked ourselves, does intermittent hypoxia affect the lesion size? And as you can see here, we didn't see any significant effect of intermittent hypoxia on the lesion size. It seems like in the early acute phase, like here, we see that intermittent hypoxia or the malonate hypoxia group has a higher lesion size. But if you see at the end of the exposure, we see almost a similar lesion size between the two groups. And then we wanted to look at the vasculature of the brain. And this is done by a
sequence taken before and after a injection of a contrast agent, which is called P904. P904 is just an iron particles, which means that it can be carried out by hemoglobin. Hemoglobin will travel through the blood vessels, and we can see the blood vessels on the post-injection acquisition as a contrast, as you can see here. So first, as you can see here, after 4 weeks of intermittent hypoxia, we saw that intermittent hypoxia significantly increased the vessel size in the brain, in the lesion. And this increase in vessel size reflects the increase in also the blood volume inside the lesion. We then do a non-targeted metabolomics on the plasma that we took across the exposure. And we do some non-targeted metabolomics, which means we didn't target specific metabolites. We do a random metabolomics, and we saw that 3 metabolites, alanine, betaine, and beta-hydroxybutyrate, are different between malonate hypoxia and malonate normoxia. We saw that at day 4, intermittent hypoxia decreased both alanine and betaine and increased beta-hydroxybutyrate after 4 weeks of exposure. Now, to better understand first why intermittent hypoxia increased the vessel size and blood volume within a lesion, we are now performing some molecular biological techniques to assess angiogenesis first, endothelial function, and of course, inflammation and oxidative stress. We are also performing some immunohistological stainings on blood vessels to visualize blood-brain barrier permeability and of course, inflammation, and to visualize some neurons. And for the metabolites, we saw that it is changing, some metabolites are changing at day 4, mainly in the plasma. So we are now interested in doing a 4 days exposure in order to collect the brain and confirm these changes in plasma, whether it comes from the brain or not. And for a further perspective, we are interested in doing a more representable model of stroke, which is the transient middle cerebral artery occlusion, which does not only simulate the ischemic stroke itself, but the consequent neural cell death, cerebral inflammation, and blood-brain barrier damage. Thank you. Donc, on va passer à la présentation suivante. On vous rappellera pour les questions juste après. Okay. D'accord ? Merci. Donc, la prochaine présentation est l'impact des altérations métaboliques et de l'hypercapnie sympathique. Non, pardon. L'impact des altérations métaboliques et de l'hyperactivité sympathique induite par l'HI sur la progression de la cardiopathie ischémique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter mon projet de thèse. Donc, comme elle vient très bien de le dire, qui étudie l'impact des altérations métaboliques et de l'hyperactivité sympathique induite par l'hypoxie intermittente sur la progression de la cardiopathie ischémique. Donc, comme vous le savez tous, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est défini par des collapsus pharyngés au niveau des voies aériennes supérieures qui conduit à des apnées et des hypopnées. C'est un problème de santé publique majeur en raison de sa forte prévalence et des risques cardiovasculaires et métaboliques qui lui sont associés. Donc, le traitement de référence est la pression positive continue qui permet de restaurer un flux d'air dans les voies aériennes supérieures. Elle améliore la qualité de vie, notamment en améliorant la somnolence diurne. Bien que les essais randomisés montrent peu d'effets bénéfiques sur la mortalité cardiovasculaire, les données de vie réelle montrent qu'un arrêt précoce de la pression positive continue va augmenter l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'examen de référence est la polysomnographie qui montre une fragmentation du sommeil et notamment des épisodes de resaturation et désaturation cyclique en oxygène que l'on nomme l'hypoxie intermittente. Elle a été définie comme le facteur le plus délétère en termes de dysfonction métabolique et cardiovasculaire, où elle va favoriser la survenue de diabète de type 2, augmenter le risque et la sensibilité de l'infarctus du myocarde et également participer à l'altération de la fonction cardiaque en post-infarctus. Et donc, dans mon projet de thèse, je m'intéresse particulièrement à l'impact de l'hypoxie intermittente sur l'aggravation de la cardiopathie ischémique.
Donc, au laboratoire HP2, nous avons un dispositif qui permet d'induire une hypoxie intermittente sur des modèles rongeurs en faisant varier donc, dans les cages la fraction inspirée en oxygène qui varie de 21% à 5% à raison de 60 cycles par heure, 8 heures par jour. Donc, dans des modèles rongeurs de cardiopathie ischémique, on sait que l'hypoxie intermittente elle participe à l'aggravation de la cardiopathie ischémique en induisant une dysfonction contractile et un remodelage pathologique. Maintenant, en dehors du contexte d'hypoxie intermittente, on sait qu'au cours du développement de la cardiopathie ischémique, on a la mise en place d'une hyperactivité sympathique, d'une insulinorésistance et également l'augmentation des kinases GRK, dont la kinase GRK2. Et cette kinase GRK2, elle est connue pour être impliquée dans la désensibilisation de la signalisation adrénergique et insulinique et participer à l'aggravation de la cardiopathie. Donc maintenant, en dehors du contexte de la cardiopathie ischémique, on sait que l'hypoxie intermittente seule induit une insulinorésistance systémique, participe à l'altération de la signalisation à l'insuline et induit également une hyperactivité sympathique. Donc ainsi, pour mon projet de thèse, nous avons fait l'hypothèse que l'hyperactivité sympathique et l'insulinorésistance induite par l'hypoxie intermittente participent à l'aggravation de la cardiopathie ischémique. Et nous supposons que la kinase GRK2 serait au centre de ces altérations. Afin de la mettre en évidence, nous avons utilisé la paroxétine, que vous connaissez déjà sûrement tous, qui est utilisée sur le marché comme inhibiteur de la recapture à la sérotonine et qui a été démontré comme étant un inhibiteur sélectif de cette kinase GRK2 en venant interagir au niveau du site actif de la kinase, ce qui la bloque dans une conformation qui la rend inactive. Donc le premier objectif est de déterminer le rôle de la GRK2 sur la dysfonction contractile et le remodelage cardiaque induit par l'hypoxie intermittente et de déterminer le rôle de cette kinase sur l'insulinorésistance et l'hyperactivité sympathique en conditions d'hypoxie intermittente. Au niveau du design expérimental, j'ai réalisé un infarctus du myocarde à des souris par une ligature permanente de l'artère coronaire gauche. Puis les souris ont été exposées 6 semaines à la condition normoxie ou hypoxie intermittente. Après 2 semaines d'exposition, donc j'ai implanté des mini-pompes osmotiques en sous-cutané qui ont permis de diffuser durant 4 semaines, donc soit un véhicule ou la paroxétine. J'ai réalisé un suivi longitudinal cardiaque avec des échocardiographies, des mesures ECG et un test de tolérance à l'insuline. À l'issue du protocole, donc, les souris ont été injectées avec du NaCl ou de l'insuline pour venir étudier la signalisation à l'insuline dans les organes cibles. Et également, nous avons étudié le remodelage cardiaque par des analyses géniques et des analyses histologiques. Donc, premièrement, les analyses d'échocardiographie confirment l'effet délétère de l'hypoxie intermittente sur l'aggravation de la dysfonction contractile, où on voit une diminution significative de la fraction d'éjection après 6 semaines d'exposition. Et la paroxétine, de manière intéressante, prévient cette dysfonction contractile post-ischémique. Au niveau de l'étude de l'expression génique de la fibrose, de l'hypertrophie ou de l'apoptose, nous ne mettons pas en évidence de modifications induites par l'hypoxie intermittente ou la paroxétine. En revanche, nous sommes en train de finaliser des analyses histologiques du remodelage qui vont permettre de pouvoir aller plus en profondeur dans cette compréhension. Donc maintenant, dans l'objectif 2, nous voulons étudier l'impact sur l'insulinorésistance et pour cela, nous avons réalisé un test de tolérance à l'insuline qui montre que l'hypoxie intermittente induit une insulinorésistance systémique comparée à la condition normoxie, mis en évidence par une moindre diminution de la glycémie au cours du temps chez les souris qui ont subi une injection d'insuline. Et on constate que la paroxétine en vert prévient cette insulinorésistance systémique. Nous avons voulu comprendre cette insulinorésistance systémique et pour cela, nous avons étudié la signalisation à l'insuline dans les organes cibles de l'insuline et notamment dans le foie et le muscle. On constate que l'hypoxie intermittente induit une diminution significative de la phosphorylation du récepteur à l'insuline dans ces 2 organes et la paroxétine augmente la phosphorylation du récepteur à l'insuline dans le muscle et augmente la phosphorylation d'AKT dans le foie et le muscle. Après nous être intéressés à l'insulinorésistance, nous avons regardé l'hyperactivité sympathique. On constate que l'hypoxie intermittente induit une hyperactivité sympathique, mise en évidence donc par une augmentation des basses fréquences issues de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque.
Et on constate que la paroxétine en vert, donc l'inhibition de la GRK2, prévient cette hyperactivité sympathique, et ceci est associé à une augmentation de l'expression génique des récepteurs adrénergiques bêta 1 et bêta 2. Donc, en conclusion, dans notre modèle rongeur de cardiopathie ischémique, exposé à l'hypoxie intermittente, on a pu montrer que l'inhibition de la kinase GRK2 avec la paroxétine diminue l'insulinorésistance systémique induite par l'hypoxie intermittente ainsi que l'hyperactivité sympathique, ce qui permettrait d'améliorer la dysfonction contractile post-ischémique induite par l'hypoxie. En parallèle de notre étude chez le rongeur, nous avons initié une sous-analyse de l'étude Alaska qui avait pour but initial de montrer l'effet de l'arrêt précoce de la pression positive continue sur la mortalité des patients toutes causes confondues. Et donc avec cette sous-analyse, nous espérons montrer un effet bénéfique donc, de la paroxétine sur la mortalité. Et selon les résultats, nous irons ensuite voir dans le contexte de la cardiopathie ischémique si elle aurait un bénéfice. Donc, en conclusion globale, avec ces études, nous voulons montrer un intérêt de la paroxétine qui pourrait être utilisée en alternative ou complément de la pression positive continue afin d'améliorer la prise en charge des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Bidouard. La présentation suivante. Alors, suivante, c'est le docteur Sagaspe qui va nous présenter le Bordeaux Sleepiness Scale, une nouvelle échelle pour évaluer le risque accidentel lié à la somnolence au volant. Merci de votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je vais vous parler de la BOSS pour Bordeaux Sleepiness Scale et de cette nouvelle échelle donc, que nous avons mise au point. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Alors, la somnolence diurne excessive est un symptôme fréquent dans la population générale. Et d'ailleurs, le syndrome d'apnée du sommeil, qui est fortement associé à la somnolence diurne excessive, montre une prévalence de 8% de la population générale. Donc, la somnolence diurne excessive est connue pour être un facteur d'accident, notamment sur autoroute. Et une étude européenne réalisée dans 19 pays montre d'ailleurs que la somnolence au volant est prévalente dans 17% des cas et que 7% des accidents sont liés à la somnolence. Alors tout ceci explique pourquoi la communauté médicale porte un intérêt croissant à pouvoir évaluer les performances de conduite des patients somnolents. Mais pour l'heure, il n'existe pas de questionnaire vraiment spécifique pour prédire ce risque accidentel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc conçu un nouveau questionnaire. Alors, ce questionnaire a été développé et validé sur 2 cohortes indépendantes, sur 2 bases de données indépendantes. Il a tout d'abord été développé sur une cohorte clinique de 293 patients qui étaient suivis en centre du sommeil pour des troubles du sommeil. Et grâce au recueil de données sociodémographiques, de données cliniques, comme par exemple le score de somnolence d'Epworth ou les troubles du sommeil, et de données de conduite, comme les comportements et les événements de conduite, donc on peut penser aux accidents et aux presque accidents liés à la somnolence, nous avons pu concevoir ce questionnaire. Il a été ensuite validé sur une cohorte numérique de 7296 conducteurs qui détenaient un abonnement sur le réseau autoroutier et qui ont donc rempli un questionnaire sur Internet. Et donc la capacité de discrimination de ce questionnaire a été comparée aux capacités de discrimination de d'autres questionnaires qui sont utilisés en pratique clinique, donc des questionnaires de référence, comme l'échelle de somnolence d'Epworth ou comme un item qui correspond à la fréquence d'un épisode sévère de somnolence au volant sur l'année passée. Donc on vous demande est-ce que vous avez déjà vécu un épisode de somnolence sévère et donc vous devez répondre de jamais à oui, 1 fois par mois, plus d'1 fois par mois ou plus d'1 fois par semaine. Alors, au niveau des résultats, notre cohorte était principalement constituée d'hommes, pour 65%.
La moyenne d'âge est à peu près de 47 ans. On peut voir que 60% de nos patients présentaient un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, 22% une narcolepsie. Et donc, plus de la moitié de nos patients étaient des conducteurs professionnels, ce qui explique qu'ils étaient plus exposés à la conduite, puisqu'ils réalisaient, pour la moitié, plus de 20 000 km par an. Ce que l'on peut voir également, c'est qu'un tiers des patients ont rapporté avoir eu un accident ou un presque accident lié à la somnolence sur l'année passée. Et on voit que ces patients sont plus exposés à la conduite. On peut également voir que 57% des patients présentaient un score d'Epworth supérieur ou égal à 11. Un quart des patients un score supérieur ou égal à 16, et on voit qu'il y a une plus grande proportion justement chez les patients qui rapportaient un presque accident ou un accident lié à la somnolence sur l'année passée. On peut également voir que plus de 50% des patients rapportaient un épisode sévère de somnolence au volant sur l'année passée, et ceci est d'autant plus fréquent que les patients ont rapporté un presque accident ou un accident lié à la somnolence sur l'année passée. Alors, la BOSS, elle est constituée de 4 items. Il y a tout d'abord un item sur le sexe, un item sur l'exposition en termes de kilomètres réalisés par an. Il y a ensuite un 3e item qui correspond à un item issu de l'échelle d'Epworth. Donc, je vous rappelle que dans l'échelle d'Epworth, il y a 2 items relatifs à la conduite. Un premier item qui donc mesure l'intensité de la somnolence comme passager dans une voiture ou en transport en commun roulant sans arrêt pendant 1 heure. Donc ça, c'est un premier item. Et ensuite, il y a ce 2e item, donc de l'intensité de la somnolence dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes. Et donc, c'est cet item qui a été sélectionné, qui est peut-être au plus proche d'une conduite monotone et peu stimulante. Le 4e item correspond à l'item dont je vous parlais tout à l'heure, qui est relatif à la fréquence d'un épisode de somnolence sévère au volant, donc ayant nécessité de s'arrêter ou ayant rendu la conduite difficile. Donc, lorsque l'on fait la somme de tous ces items, on obtient un score allant de 0 à 8. Et si le patient donc présente un score supérieur ou égal à 3, on peut considérer qu'il est à risque d'accident lié à la somnolence. Donc, si l'on regarde un petit peu les performances en termes de sensibilité et de spécificité de ces questionnaires, on voit que la BOSS présente pour une sensibilité, on va dire, quasi équivalente à l'échelle d'Epworth ou à l'item de fréquence. On observe une meilleure spécificité de ce questionnaire. Donc la spécificité, c'est la capacité à exclure un patient qui n'est pas à risque. Donc il y a en fait un meilleur équilibre, une meilleure balance entre sensibilité et spécificité avec ce questionnaire. De même pour la validation sur la cohorte numérique, on observe cette balance sensibilité-spécificité et on observe également une meilleure validité prédictive avec ce questionnaire par rapport aux autres échelles de référence utilisées en clinique. Les courbes ROC vont en ce sens. Donc, les courbes ROC permettent de mesurer la performance de discrimination de l'échelle et on voit que l'air sous la courbe de la BOSS est supérieur aux autres échelles, alors ici, notamment à l'échelle d'Epworth. Donc, pour conclure, la BOSS, qui a été donc conçue sur une cohorte de patients qui étaient suivis en centre de sommeil et qui a ensuite été validée sur une cohorte numérique plus large de patients présentant des troubles du sommeil, nous voyons qu'il y a un bon équilibre entre sensibilité et spécificité pour la prédiction des accidents et des presque accidents liés à la somnolence, notamment par rapport aux échelles de référence d'Epworth ou à l'item de fréquence d'un épisode de somnolence sévère au volant. Le questionnaire BOSS fournit donc une évaluation qui est spécifique, qui est simple et qui est fiable du risque accidentel chez les patients somnolents. Il s'agit donc d'un court questionnaire de 4 items qui pourrait tout à fait être utilisé comme un nouvel outil spécifique d'évaluation de ce risque.
Alors bien sûr, il s'agit là d'une première étape de validation de ce questionnaire. Il faudra d'autres études, notamment une étude prospective. Donc prospective, c'est-à-dire que l'on fera remplir le questionnaire et que l'on verra si dans l'année suivante, le patient a eu un presque accident ou un accident lié à la somnolence. Et donc là, je fais référence aux échanges qui ont lieu hier dans le cadre du GDR sommeil. Voilà, puisque cela a été évoqué, effectivement, il y a des limites qu'il va falloir... la recherche doit continuer sur ce questionnaire. Juste pour souligner que ce travail a fait l'objet d'une publication récemment dans le Journal of Clinical Sleep Medicine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, le docteur Mélanie Strauss nous présente dépression, le rôle des micro-éveils. Merci. Donc oui, Tristan Lartigot s'excuse, il n'a pas pu venir au congrès au dernier moment, donc je suis là pour le remplacer. Donc je vais vous parler d'un travail qu'on a fait ensemble sur la dépression et le SAS et le rôle des micro-éveils. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc on estime que 35% des patients souffrant de syndrome d'apnée obstructive du sommeil souffrent également de dépression. Donc il y a une forte comorbidité, mais les mécanismes qui sous-tendent ces associations ne sont pas bien connus. Et par exemple, la sévérité du SAS mesurée par l'IAH n'est pas associée à la dépression dans les études récentes. Des marqueurs d'hypoxie intermittente n'ont pas non plus été associés à la dépression, malgré qu'il y ait des données qui ont montré que des lésions hypoxiques dans les régions associées au traitement émotionnel et à la dépression existent. Et donc on pourrait avoir des liens avec l'hypoxémie intermittente et la dépression. Mais c'est vrai que les mesures qui ont été utilisées pour l'instant restent relativement simplistes, donc le temps passé en dessous de 90% de saturation, le NANIRO, la moyenne de désaturation. Et il existe maintenant de nouvelles mesures, en tout cas une réutilisation de certaines mesures de charges hypoxémiques qui sont plus fines, plus sensibles et qui pourraient permettre de mieux comprendre ces écarts de résultats. Et il n'y a pas encore d'études qui ont utilisé ces mesures de charge hypoxémique pour étudier le rôle entre l'hypoxie et puis la dépression. Mais il y a également potentiellement le rôle aussi de la fragmentation du sommeil dans le syndrome d'apnée du sommeil. Et pour l'instant, ça a été relativement peu exploré. Les études récentes montrent que dans les troubles dépressifs, il y a une partie qui s'explique par la mauvaise qualité du sommeil. Et des études menées auprès de patients non SAS montrent qu'il y a un impact de la fragmentation du sommeil sur les symptômes dépressifs et le traitement des émotions. Donc il pourrait aussi y avoir un lien avec la fragmentation du sommeil. Et enfin, l'effet de la survenue des événements respiratoires et des micro-sommeils dans les différents stades de sommeil, sommeil lent et sommeil paradoxal, n'a pas été exploré encore. Pourtant, il y a pas mal d'études qui montrent un lien entre sommeil paradoxal et traitement des émotions, régulation des émotions et potentiellement dépression. Donc les objectifs de l'étude sont de montrer, d'étudier l'effet de la sévérité du SAS, donc mesuré par l'IAH, mais aussi de la fragmentation du sommeil et de la charge hypoxémique sur les symptômes dépressifs pour essayer de comprendre quel est le mécanisme qui pourrait engendrer la dépression chez les patients SAS et de déterminer plus spécifiquement le rôle potentiel de chaque stade de sommeil dans ces liens entre dépression et SAS. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une étude rétrospective sur tous les patients ayant passé une polysomnographie au laboratoire du sommeil donc à Bruxelles entre mars 2019 et décembre 2022. La dépression a été évaluée par le questionnaire de Beck et on a utilisé des modèles de régression linéaire multivariés pour évaluer donc l'effet des variables respiratoires et du sommeil sur la dépression, ajustés en fonction de l'âge, du sexe, de l'IMC, de la prise d'antidépresseurs et du score à l'Epworth. Donc on est parti de 1723 participants, puis on en a éliminé certains, donc principalement pour des motifs cliniques comme des pathologies chroniques qui peuvent avoir un lien sur la dépression, des données invalides d'un point de vue méthodologique, des questionnaires non remplis ou un temps de sommeil insuffisant sur la nuit de polysomno. Donc on arrive avec un total de 633 participants.
Au niveau des données démographiques, donc on a un âge moyen d'environ 45 ans, plutôt des personnes en surpoids, quand même des scores de dépression assez élevés, puisque 56% de cette population avait un score BDI supérieur à 10. Voilà, donc un temps de sommeil moyen d'environ 6 heures et un IH, vous voyez, bon, qui est globalement un peu plus élevé en REM qu'en non-REM en moyenne. Donc, quand on regarde les résultats des modèles multivariés, alors bon, c'est un gros tableau, mais je vais vous aider à vous y retrouver. Donc là, ce sont les modèles non ajustés, mais on va regarder les modèles ajustés en fonction des covariables qu'on a dites. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui ressort donc comme impact, comme effet sur la dépression. Eh bien, c'est l'IH, mais uniquement en sommeil paradoxal. Et que finalement ce sont les variables plutôt de fragmentation du sommeil, les micro-éveils en sommeil paradoxal, et principalement ceux qui sont liés aux événements respiratoires qui ressortent, puisque les micro-éveils totaux ou non respiratoires ne ressortent pas. Et ce qui va aussi dans le même sens, c'est que le pourcentage de REM est associé également à la dépression. Donc on a des effets qui sont relativement faibles, mais qui vont dans le même sens d'un effet quand même de cette fragmentation du sommeil paradoxal en lien avec la dépression. Donc l'interprétation, c'est que ici, dans cette population, le SAS était associé à la dépression uniquement par son impact en sommeil paradoxal, et que ce sont les micro-éveils d'origine respiratoire qui sont associés à la dépression. Donc c'est pas seulement, bah oui, il y a plus de micro-éveils chez ceux qui sont déprimés. Hein. Bon, là, ce sont des associations, c'est pas des liens de causalité. Donc on aurait pu dire que c'est simplement le fait que les personnes soient déprimées, ils ont plus de fragmentation du sommeil. Mais là, comme le résultat montre que ce sont les micro-éveils respiratoires qui sont associés, ça oriente vraiment plutôt vers la cause du syndrome d'apnée du sommeil. Et les variables hypoxiques, par contre, n'étaient pas du tout associées au risque de dépression, et que ce soit, donc je n'ai pas détaillé dans le tableau, mais les variables classiques comme le T90 ou la saturation moyenne, mais aussi la charge hypoxémique. Donc même en mesurant finement ces variables de charge hypoxémique, eh bien, on ne retrouve pas de lien avec la dépression. Donc la limite principale de l'étude, c'est que quand même les effets sont faibles alors qu'il y a quand même pas mal de participants. Donc probablement que voilà, on est dans des petites variables qui, associées à d'autres facteurs, vont aller générer cette association entre dépression et SAS. Mais on a quand même une tendance qui a l'air d'être assez compatible. Donc, en conclusion, le sommeil paradoxal qui joue un rôle, on le sait, important dans la régulation de l'humeur et potentiellement de la dépression, eh bien, on voit que sa fragmentation par les événements respiratoires liés au SAS est associée au risque de dépression. Et donc, nos résultats permettent de mieux comprendre les liens entre syndrome d'apnée obstructive du sommeil et dépression. Et ils montrent aussi l'importance de la prise en compte des événements respiratoires en fonction des stades de sommeil pour évaluer le risque de comorbidité lié au syndrome d'apnée du sommeil. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Donc, je vous propose qu'on passe à des questions. Et donc, on va rappeler les 4 orateurs, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas de questions en ligne. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour Dr El-Amin ? Pas de questions pour le Dr El-Amin. I have a question for you. Do you speak English or French? English, okay. So what do you think about the best moment to make diagnosis after a stroke? Because we always say sleep apnea diagnosis. I mean, we say that after a stroke we have to wait at least 1 month to be sure to make the good diagnosis. But with the role of hypoxemia, maybe we have to make diagnosis earlier, according to you. What do you think? If I understand correctly, your question is the duration between the induction of stroke and beginning of intermittent hypoxia? No. At what point we have to make polysomnography or polygraphy to make diagnosis of sleep apnea after a stroke, to make diagnosis of hypoxia? Sorry, I'm not understanding the question. No worries. We stay in about one month. Here we make diagnosis after 1 month. Okay.
Ok. Merci, Jean-Yves Bellion. J'ai une question par rapport à la dépression. Par extrapolation, est-ce que vous pouvez nous dire si la description par les patients d'une activité onirique intense est associée à des scores de dépression plus importants par rapport à des patients qui ne rapportent pas d'activité onirique intense? Oui, alors c'est une bonne question, mais ça dépasse un peu le spectre de l'étude et je pense que ça fait l'objet en soi d'une étude. Et effectivement, là, il y a des variables qu'on aimerait peut-être potentiellement approfondir par rapport à ce sommeil paradoxal, comme par exemple les liens avec la latence du sommeil paradoxal aussi, éventuellement la densité de mouvement oculaire, le rapport de rêve. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment matière à aller plus loin dans regarder dans ces liens entre le sommeil paradoxal et les variables de dépression. Tout à fait. Et moi, j'ai une autre question, toujours sur la dépression. On voit souvent des apnées du sommeil plus présentes en sommeil paradoxal. Donc, on a souvent une apnée modérée, mais qui devient très sévère en sommeil paradoxal. Est-ce que, à votre avis, dans ce contexte, une apnée modérée qui devient sévère en sommeil paradoxal chez un patient très déprimé serait peut-être une indication au traitement de l'apnée du sommeil pour améliorer la dépression? C'est ça, c'est vraiment l'idée que ça mette potentiellement le doigt sur un marqueur intéressant à prendre en compte dans notre prise en charge du patient. Donc je pense que l'IAH simple, maintenant, je crois que pour tout le monde, c'est assez clair que ce n'est pas suffisant. Et je pense que la dissociation pour certaines comorbidités entre sommeil lent et sommeil paradoxal est particulièrement importante, notamment pour la dépression. Donc, à mon sens, oui, ça doit faire l'objet des variables qu'on intègre pour notre décision de prise en charge, tout à fait. L'odds ratio, il était de combien entre... Ils sont pas beaucoup. C'est des effets assez faibles. Parce que ce sont des patients qui souvent, les patients dépressifs, ont un sommeil paradoxal qui est souvent moindre en proportion par rapport à un patient non dépressif. Alors après... Ça peut poser une difficulté... Oui, là, disons qu'il y a une association de pourcentage de REM qui est moindre. Okay. Oui. Okay. Donc, oui, ça fait partie des caractéristiques. Ouais. Ah, oui. Ok. Une question concernant l'hypoxie intermittente et le traitement par paroxétine. Outre le fait qu'on va tous se mettre sous paroxétine, pensez-vous que ce récepteur soit principalement la cause des conséquences cardiovasculaires de l'hypoxémie intermittente, et quel est le degré d'efficacité que vous espérez de ce genre de molécules? Alors, principalement, je dirais qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être impliqués dans l'aggravation de la dysfonction et de la cardiopathie ischémique. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'articles qui ont étudié cette kinase GRK2, que ce soit dans des modèles in vitro ou dans des modèles animaux où ils sont venus inhiber spécifiquement cette kinase GRK2. Et donc, par exemple, dans les modèles in vitro, on va montrer en l'inhibant une amélioration de la contractilité des cardiomyocytes. Et dans les modèles animaux aussi, lorsqu'on a de la paroxétine, on montre une amélioration en post-infarctus du remodelage, de l'hypertrophie, de la fibrose. Donc vraiment, et en fait, c'est vraiment l'inhibition de cette GRK2 qui permet l'amélioration, même dans ces modèles animaux, puisque c'est dans l'article de Schumacher, il utilise également un autre inhibiteur de la recapture de la sérotonine, donc la fluoxétine. Et là, avec la fluoxétine, il ne retrouve pas l'amélioration de la fonction. Donc, il prouve bien que c'est par l'inhibition de cette kinase GRK2. Et après, il y a différentes études cliniques qui montrent aussi que la paroxétine a permis d'améliorer chez les patients la mortalité en post-infarctus et la survie.
Et même après, on sait que tout est discutable en dehors même de l'émission de la GRK2. Il faut quand même prendre en compte que même les inhibiteurs de la recapture à la sérotonine seuls ont aussi été démontrés comme pouvant améliorer la fonction cardiaque et voilà, chez les patients. Donc, Ok. Avec peut-être un effet sur la durée de sommeil, ces molécules-là, les mouvements périodiques, des choses comme ça. Probablement aussi. Dernière question, parce qu'on est pris sur le temps, concernant le questionnaire BOSS. Comment est-ce que vous pensez la stratégie de mise en place de ce questionnaire chez les chauffeurs routiers? Alors, il est clair que de toute façon, ce questionnaire ne peut être qu'en complément clinique pour pouvoir informer le patient des risques. Donc, il peut être tout à fait complémentaire, par exemple, au test de maintien de l'éveil. Donc, c'est vrai qu'il faut garder toujours ce sens clinique, c'est-à-dire si il y a déjà eu des accidents ou des presque accidents sur l'année passée, on sait que ça, c'est un très, très fort prédicteur du risque accidentel à venir. Donc, il faut bien évidemment vérifier ce point. Et donc, ce questionnaire vraiment permet d'intégrer sur une même échelle les facteurs prédicteurs de ce risque accidentel. Donc, il peut effectivement être fait tout à fait en complément pour les chauffeurs routiers dans le test de maintien de l'éveil. Merci. On va passer Désolé pour les questions un peu courtes, mais on est un peu pris par le temps, et pour que tout le monde puisse avoir le temps de présenter librement sa présentation, on va donc passer à la présentation suivante, qui est la présentation du docteur Guillet sur l'association entre syndrome d'apnée du sommeil et traitement de substitution aux opiacés. Merci. Voilà, bonjour. Donc, je me présente Clément Guillet. Je suis psychiatre, médecin du sommeil, addictologue à Dijon, au centre psychiatrique La Chartreuse. Et puis, étant à la croisée de ces différentes disciplines, travaillant dans un centre du sommeil et dans les services d'addictologie et de psychiatrie, je me suis intéressé avec mon équipe à l'association syndrome d'apnée du sommeil et traitement de substitution aux opiacés. Voici mes conflits d'intérêts et le plan que je vais développer. Alors, pour remettre dans le contexte, le traitement de substitution aux opiacés avec la méthadone et la buprenorphine a montré son intérêt depuis des dizaines d'années sur la réduction du risque de décès par overdose chez les consommateurs d'opiacés, héroïne, fentanyl maintenant. La limitation des rechutes, bien sûr, la limitation des sevrages complexes et du risque infectieux. Ce sont des opiacés donc de demi-vie longue qui limitent les cravings, donc cette envie irrépressible de consommer et de reconsommer du produit. Généralement, ils sont prescrits le matin, sauf que certains patients sont des gros consommateurs et présentent des cravings en fin de journée, ce qui amène une bonne partie des prescripteurs à prescrire aussi matin et soir. Donc ça concerne en France plus de 180 000 patients et dans le monde des millions de patients. Donc les bénéfices et l'observance de ces traitements est certain, mais limité par certains effets indésirables. En pratique, on regarde régulièrement, les addictologues regardent régulièrement le QT long qui s'allonge avec la méthadone, mais les troubles du sommeil aussi sont par contre peu explorés par les addictologues, donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé spécifiquement. Pourtant, dans les études, on retrouve une mauvaise qualité du sommeil chez les patients sous méthadone ou sous buprenorphine et de la somnolence qui limite donc l'observance tout simplement. Pourtant, les liens entre TSO et troubles respiratoires du sommeil sont documentés. On connaît donc, avec des occurrences variables selon les études, qu'il existe des syndromes d'apnée du sommeil pour ce qui est de la méthadone ou de la buprenorphine, mais manquait dans la littérature certaines données que j'ai essayé de développer dans cette étude. Il n'y avait pas d'études antérieures d'observation comparant méthadone et buprenorphine, pas d'études qui stipulaient la dose de méthadone qui serait prédictive d'une présence d'un SAS, et pas d'études concernant le timing d'administration. Donc, c'est les objectifs de cette étude, explorer l'association SAS et type de TSO, déterminer un seuil optimal au-delà duquel les praticiens devraient se questionner sur la possibilité d'un SAS sous-jacent et induit par les TSO, et étudier le temps d'administration, le timing.
Donc notre étude, elle comporte, donc c'est une étude transversale analytique, un recueil rétrospectif de données, puisque j'avais enregistré au sein de centre hospitalier La Chartreuse les patients systématiquement qui étaient hospitalisés de novembre 2015 à janvier 2023, les patients traités par morphine ou buprenorphine depuis plus de 3 mois. Donc j'avais exclu les patients qui étaient en instauration de ces traitements de substitution aux opiacés. Ils étaient hospitalisés, donc à distance d'autres toxiques. Et j'ai réalisé une PVN, une polygraphie ventilatoire. J'ai recueilli l'âge, le genre, l'IMC, le type de TSO avec la dose et le moment d'administration, la prise chronique de benzodiazépine, mais aussi d'alcool. Beaucoup de patients étaient là pour des co-addictions et même ce qu'on appelle les addictions de transfert, c'est-à-dire on arrête l'héroïne et on se met dans l'alcool. Et ces patients étaient sevrés systématiquement à plus de 3 semaines. Et enfin, l'IAH. Donc j'ai comparé l'IAH méthadone chez les patients sous méthadone contre ceux sous buprenorphine. On a exploré les facteurs associés à la sévérité du SAS dans l'ensemble de la population, les corrélations entre dose de TSO et IAH, l'association entre moment d'administration et présence d'un SAS modéré à sévère, et la détermination d'un seuil de dose de TSO qui était prédictif d'un SAS modéré ou sévère, avec des courbes ROC. Voilà, un tableau récapitulant nos résultats. Donc on a réussi à avoir 75 patients, dont 60 sous méthadone et 15 sous buprenorphine. Ce sont des patients relativement jeunes, avec des doses de méthadone en moyenne à 81,6 mg jour contre 9,09 mg de buprenorphine, surtout des hommes, comme on a beaucoup dans les services d'addictologie, avec des consommations d'alcool souvent associées, comme je vous le disais, avec des addictions de transfert et des co-addictions. Les benzodiazépines aussi étaient très fréquemment associées. Et on peut noter donc qu'il y a une prise de TSO le soir dans plus d'un quart de nos patients. Les résultats, c'est que la moyenne d'IAH est significativement plus importante dans le groupe méthadone par rapport au groupe buprenorphine. On a un IAH donc supérieur à 5 en majorité dans les deux groupes, mais un IAH supérieur à 15, donc dans plus d'un tiers des patients du groupe méthadone, contre 2 sur 15 seulement dans le groupe buprenorphine. Les facteurs associés à un SAS modéré à sévère sont donc l'IMC, la dose de TSO, la prise de TSO aussi le soir. Donc il y a une corrélation significative entre l'IAH et la dose de méthadone, une association de corrélation qu'on ne retrouve pas d'ailleurs avec le groupe buprenorphine. L'association est significative entre la prise de méthadone le soir et la présence d'un SAS modéré à sévère, et ces associations sont significatives, y compris après un ajustement sur l'âge, le genre et l'IMC. Et enfin, on a réussi à trouver un seuil de dose de méthadone permettant d'obtenir une sensibilité et spécificité optimale qui prédisait un SAS à la fois modéré et sévère, c'était 77,5 mg par jour. Donc, ce qui peut pousser donc les praticiens, et en addictologie bien sûr, mais aussi tout médecin en contact avec des patients sous méthadone, à se poser la question systématiquement au-delà de ce seuil. Donc, pour discuter nos résultats, ils sont conformes à des travaux antérieurs sur la fréquence élevée des SAS chez les patients qui sont sous traitement de substitution aux opiacés, avec cette relation dose-effet qu'on a avec la méthadone. La méthadone, c'est un agoniste opiacé pur, donc c'est-à-dire que plus il y a de doses, plus il y a d'effet. Contrairement à la buprenorphine, où il y a un effet agoniste-antagoniste avec un effet plafond. Ce qui fait qu'en pratique, nos patients gros consommateurs d'héroïne, eh bien, la buprenorphine, le Subutex, ne suffit pas, on est obligé de passer à la méthadone. Le seuil prédictif du SAS à 77,5 mg. Il y avait une référence dans la littérature, mais c'était sous des opioïdes à visée antalgique. Donc, on est sur un autre domaine, un autre point. Et enfin, l'IAH est moindre avec la buprenorphine. Ça correspond avec ce qu'il y a dans la littérature. Il y a un case report qui rapportait un cas d'un patient sous méthadone avec un SAS sévère qui a été switché par la buprenorphine, où le SAS s'amendait. Donc là, on a étudié la différence entre les deux groupes. Donc les mécanismes, bien sûr, potentiels d'action sont des mécanismes qui ont déjà été décrits sur l'action sur la commande respiratoire et les chémorécepteurs des traitements de substitution aux opiacés, qui donnent des SAS centraux, l'action sur la myorelaxation, qui donne plutôt des SAS obstructifs, l'effet agoniste-antagoniste, donc ça j'en ai parlé, et l'action sur les récepteurs NMDA. Les forces de notre étude, donc, c'est que bien sûr ça renforce les données de la littérature actuellement, mais on a comparé en plus la méthadone contre la buprenorphine, déterminé ce seuil de méthadone prédictif d'un SAS et exploré l'influence du moment de la prise de TSO sur le SAS. Donc c'est des points à destination des praticiens en addictologie ou de tout médecin qui verra en consultation
des patients sous TSO. Nos limites, bien sûr, c'est qu'il y a un faible échantillon d'un groupe de buprenorphine qui nécessiterait des études ultérieures, et je n'ai pu investiguer qu'avec des polygraphies ventilatoires nocturnes, puisque c'était plus accessible pour moi que les polysomnographies. Voilà, donc je résume. Pour les cliniciens, la vigilance doit être apportée particulièrement aux patients qui sont traités par méthadone à 77,5 mg jour et au-delà. Bien sûr, vigilance pour les patients qui prennent la méthadone le soir. En général, on le donne le soir, je le rappelle, parce que les cravings sont trop importants, hein. La méthadone a une demi-vie longue, mais parfois qui ne couvre pas assez sur la journée. Et en cas de SAS avéré avec la méthadone, plusieurs options s'offrent à nous. Donc, appareiller les patients, baisser la dose de méthadone, mais aussi faire un relais par de la buprenorphine quand c'est possible. Voilà, j'ai mis les références bibliographiques et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va présenter maintenant le docteur Pichot avec l'évolution du syndrome d'apnée du sommeil entre 68 et 85 ans et relation avec l'activité autonomique, cohorte Proof Synapse. Bonjour. Bonjour, donc une étude qui va porter sur l'évolution du syndrome d'apnée du sommeil et l'évolution aussi de l'activité du système nerveux autonome chez des sujets âgés, donc entre 68 et 85 ans. Voilà, donc j'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà, donc on sait déjà très bien, donc dans la population générale et des populations cardiaques, on a une augmentation de la morbimortalité, notamment cardiovasculaire, avec l'augmentation de la sévérité de l'apnée du sommeil, et que souvent on a un effet a priori protecteur du traitement. Mais par contre, chez les sujets âgés, on a un faible retentissement de l'apnée du sommeil sur la survenue d'événements cardiovasculaires, d'où la discussion sur la mise en place d'un traitement pour ces populations. On sait aussi, toujours dans la population générale et cardiaque, qu'une baisse des capacités de régulation du système nerveux autonome, qu'on peut estimer par la variabilité de la fréquence cardiaque, va entraîner une augmentation du risque de morbimortalité cardiovasculaire. Ouais, et donc, par contre, chez le sujet âgé, on a peu de données sur cette relation. Par ailleurs, on sait aussi que, toujours dans ces populations, générales et cardiaques, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil entraîne des modifications de l'équilibre ou du fonctionnement du système nerveux autonome. Notamment, on a une augmentation de l'activité orthosympathique due au stress constant suite aux événements respiratoires pendant la nuit, une baisse d'activité parasympathique, mais plus globalement une baisse générale de capacité de régulation du système nerveux autonome qui se voit dans les indices de variabilité de fréquence cardiaque. En revanche, un traitement par CPAP, par exemple, va permettre de rabaisser cette activité orthosympathique trop importante dans ces populations d'apnéique sévère. De même, dans les populations âgées, on a très peu de données sur ces relations entre apnée du sommeil et activité autonomique. Voilà, donc on voit qu'il y a un lien très étroit entre syndrome d'apnée du sommeil obstructif et morbimortalité cardiovasculaire, dont l'activité autonomique semble être le médiateur, ou en tout cas peut-être l'explication physiopathologique de l'augmentation de cette morbimortalité. Et donc ici, on va faire une petite étude sur ces interrelations chez le sujet âgé. Voilà, donc les sujets sont issus de la cohorte Proof, donc un rapide rappel de la cohorte Proof. C'était des sujets sains, c'est-à-dire qui n'avaient pas eu d'infarctus auparavant ni d'AVC. Et ils ont été tous inclus à l'âge de 65 ans. Et donc dans cette étude, on va s'intéresser de l'évolution entre 2003 et 2020, c'est-à-dire entre l'âge de 68 ans et 85 ans. Donc on aura seulement 148 sujets, car en 2020, il y a eu le Covid, donc les enregistrements étaient un peu interrompus.
Et donc, on va appareiller les deux groupes. Entre 2003 et 2020, on va considérer juste les 148 sujets qui avaient les deux enregistrements. Donc, en 2020, on n'avait pas de polygraphie. Donc, on va utiliser le Holter ECG pour estimer le nombre d'apnées du sommeil des sujets. Donc, pour cela, on utilise le principe de ECG Derived Respiration, c'est-à-dire qu'on analyse la distorsion de l'ECG pour reconstruire le signal respiratoire. Et avec un apprentissage de machine learning, on arrive à retrouver avec une bonne précision un index d'apnée du sommeil du sujet, juste avec l'électrocardiogramme. Bien sûr, la variabilité de la fréquence cardiaque qui va quantifier l'activité du système nerveux autonome sera effectuée juste en analysant les variations de fréquence cardiaque issues des pics R. Voilà, donc en premier résultat, juste pour le signaler, donc les sujets qui avaient à l'inclusion, c'est-à-dire en 2003, qui avaient un AHI supérieur à 15, donc là on a séparé la population en deux, AHI inférieur à 15 et supérieur à 15. Donc on voit que ces sujets ont eu tendance pendant les 17 ans de suivi à avoir un petit peu plus d'AVC ou d'événements cardiovasculaires, mais bon, ça reste largement non significatif. Et on peut voir aussi qu'en parallèle, par contre, ils avaient aussi un nombre de facteurs de risque plus important que les sujets avec un AHI inférieur à 15. Voilà. Si on suit l'évolution du nombre d'apnées du sommeil chez ces sujets, entre 68 et 85 ans, donc en rouge, 68 ans et 85 ans en bleu, on voit que la répartition des groupes, donc de peu d'apnée à sévère, supérieur à 30, sont pratiquement les mêmes au cours pendant ce suivi, entre le début et la fin, avec même, voire une tendance à avoir un petit peu moins de sujets sévères. Si on regarde l'évolution de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc là j'ai mis 3 indices représentatifs, donc le SDNN qui représente la variabilité globale de la fréquence cardiaque, donc c'est les capacités globales de régulation du système nerveux autonome, le LF sur HF qui est donc la balance, une estimation de la balance sympathico-vagale, donc plus le chiffre est haut, plus l'activité orthosympathique est importante, et un indice de fractalité, donc qui va pouvoir mettre en évidence des mécanismes de régulation un peu plus complexes du système nerveux autonome de ces sujets. Donc globalement, on voit qu'on a une baisse entre 68 et 85 ans de ces capacités de régulation du système nerveux autonome. Donc ça, c'est normal. Depuis l'âge de 20 ou 25 ans, ces sujets ont, comme nous, une baisse progressive de ces capacités. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est que quand on reprend nos deux groupes, c'est-à-dire on prend ceux qui sont restés hauts, donc ceux qui, entre 65 et 85 ans, sont restés avec un IAH supérieur à 15 et qu'on compare avec ceux qui ont un IAH inférieur à 15, on voit qu'ils ont la même progression de leur capacité de régulation du système nerveux autonome, donc une baisse progressive pour les deux groupes, et que voilà, les différences entre les deux groupes est assez minime. On a juste peut-être une tendance pour chaque indice à une légère meilleure adaptabilité pour les sujets les moins graves. Voilà, donc en conclusion, ici, il s'agissait d'une population initialement saine, et on voit qu'avec l'âge, donc au-dessus de 68 ans, on n'a plus vraiment l'effet de l'apnée du sommeil sur la fonction autonomique. En tout cas, s'il y a eu un effet avant, elle ne progresse plus à ce moment-là. D'où ça confirme un petit peu la discussion que les comorbidités sont certainement plus importantes que la sévérité de l'apnée à cet âge-là. Bien sûr, il y avait peu de sujets. Il faudra certainement refaire d'autres études avec notamment des moyens de mesure un peu plus standards comme une polygraphie ou une polysonographie. Voilà, je vous remercie. On est pris par le temps, donc j'appelle le docteur Zepizur qui va nous parler d'une large cohorte et de l'association TOO et syndrome d'apnée du sommeil. Bonjour à tous. Alors comme ça va être assez bref, je vais vous faire gagner du temps, je pense, parce que vous allez voir que la question est simple et la réponse l'est tout autant.
Donc, c'était un travail qu'on a mené en collaboration entre Angers et Toulouse. Donc, sur Angers, on s'occupe beaucoup des apnées du sommeil, notamment la cohorte IRSR des Pays de la Loire. Et avec mon collègue, le docteur Laurent-Guy Minot à Toulouse, il s'occupe de la toux. Donc, comme on s'entend bien, on s'est dit qu'on allait s'intéresser à cette question. Alors, est-ce que c'est pertinent ? Oui, je pense, parce qu'il y a peu d'études. Il y en a quelques-unes, je vous en ai cité qu'une seule, parce que finalement, c'est celle qui, jusqu'ici, avait inclus le plus grand nombre de malades. Donc, vous voyez que pour une pathologie aussi fréquente que les apnées du sommeil, presque 10% de la population, enfin, si on va vite, et 10% de tousseurs chroniques en population générale, finalement 131 patients, on devrait pouvoir faire mieux. Et que nous disait cette étude qui en plus avait une méthodologie limitée par son caractère rétrospectif, donc interroger a posteriori, enfin aller chercher dans les dossiers si les gens toussaient ou pas, c'est toujours quelque chose qui à mon avis est un peu compliqué, mais initialement ils avaient comparé effectivement de façon rétrospective chez des patients enregistrés pour suspicion de SAS. Est-ce que les patients apnéiques toussaient plus que les non-apnéiques? Donc, je vous rappelle que la toux chronique, c'est plus de 8 semaines de toux déclarées par le patient. Et donc, vous voyez initialement avec des résultats relativement spectaculaires, puisque 40% des apnéiques seraient tousseurs, contre seulement 12% des non-apnéiques. Alors, en univarié, bien sûr, l'IAH était un élément qui permettait de prédire le risque de toux. Par contre, on s'aperçoit assez vite que si on ajuste principalement sur l'IMC ou bien sur le reflux gastro-œsophagien, cette significativité disparaissait. Mais donc, il n'y a pas longtemps, on s'est penché sur l'ensemble de la littérature pour essayer de faire des recommandations. Et donc, c'est encore cette année que Laurent-Guy Minot a publié des recommandations françaises sur la prise en charge de la toux. Et on n'avait pas beaucoup d'informations, mais avec les quelques informations qu'on avait, on s'est dit que effectivement, une fois qu'on a éliminé tout le reste, il est peut-être raisonnable de proposer un enregistrement du sommeil à ces patients comme cause potentielle de toux mal expliquée. Et donc, on s'est dit qu'on allait, suite à ces recommandations, finalement, c'est toujours l'occasion d'aller chercher, de faire le tour de la littérature et s'apercevoir qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, on s'est dit qu'on allait proposer un questionnaire toux à tous les patients que l'on voit pour une suspicion clinique de syndrome d'apnée du sommeil, donc principalement à Angers et Toulouse. Donc, la définition de la toux, je vous l'ai déjà donnée. Et puis après, on s'est bien dit qu'on aurait besoin on a prévu tout un traitement statistique compliqué pour ajuster sur les différents facteurs confondants, l'âge, l'IMC, le reflux gastro-œsophagien, etc. Vous voyez la liste. Donc voilà ce qu'on a trouvé. On a inclus plus de 800 patients et puis parmi ces 800 patients, on avait bien 110 qui étaient tousseurs, ce qui revient à une population de 13%, ce qui est assez proche de ce qui est décrit en population générale. Donc vous voyez des patients qui étaient assez comparables en ce qui concerne l'âge, l'IMC, avec forcément chez les tousseurs chroniques plus de reflux gastro-œsophagien et plus de pathologies bronchiques chroniques. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais effectivement, si on regarde les tousseurs par rapport aux non-tousseurs, vous voyez qu'il n'y a pas de répartition différente en ce qui concerne la sévérité du SAS. Et si on résume les choses, aucun rapport ici statistique retrouvé, puisqu'il n'y a pas besoin d'ajustement complexe. Vous voyez, finalement, la plus grande prévalence des tousseurs était chez ceux qui avaient l'index d'apnée-hypopnée le plus faible. Il n'y avait aucun effet dose et aucun rapport observé, présenté différemment. L'IAH ici médian entre ces deux populations de tousseurs non-tousseurs était strictement identique. Et effectivement, les différents ajustements ne modifiaient pas ces résultats. Donc, à ce jour, c'est la plus grande cohorte qui s'était intéressée au sujet, qui revient donc négatif. Alors, on avait d'autres objectifs. On s'est dit qu'on allait prendre les tousseurs, ceux pour qui on a décidé de proposer un traitement par PPC et voir quelle était l'évolution sous traitement. Ça n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas suffisamment d'individus qui correspondaient à cette description. Mais je pense qu'on a tous, dans notre expérience, peut-être des patients chez qui on a mis une PPC et puis ils se sont arrêtés de tousser. Alors, fouiller dans la littérature, c'est un bien gros mot, mais il y a une étude que je trouve particulièrement intéressante sur l'impact de la PPC sur le reflux gastro-œsophagien. Et regardez ce que fait la PPC sur le reflux gastro-œsophagien chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc vous voyez, c'est magique, effectivement. Il y a une étude déjà assez ancienne qui nous dit que ça marche très bien. Et regardez ce que fait la PPC chez les patients qui n'ont pas de reflux gastro-œsophagien, exactement la même chose. Donc,
On sait que la PPC, ça sert pas juste à traiter les apnées. On l'a utilisé dans le Covid, on l'utilise pour les trachéobronchomalacies, on l'utilise dans... Enfin voilà, il y a d'autres effets peut-être que celle de corriger les apnées, mais donc est-ce que nos constatations cliniques et les quelques publications qui disent que les apnées du sommeil, la PPC permet de soigner certains tousseurs chroniques sont forcément fausses? Non, c'est que des... voilà, c'est pour l'instant, mais en tout cas concernant cette association jusqu'ici, on a l'impression dans notre étude qu'il n'y en a pas. Et puis si on avait dû réécrire ces recours, je pense qu'on a été très prudent, mais on aurait été encore plus prudent sur le fait que de proposer un enregistrement à quelqu'un qui tousse, il n'y a peut-être pas tellement d'intérêt, même si ça peut se discuter vu l'impact potentiel de la PPC. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Wojtek. Le docteur Gould va nous présenter analyse de contenu des questionnaires sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, un atout pour diversifier les phénotypes cliniques. Donc le docteur Go s'excuse, il n'a pas pu venir pour cette présentation, c'est moi qui vais la faire. Julien Coelho, je suis médecin du sommeil au CHU de Bordeaux dans l'équipe du professeur Philippe et aussi du professeur Mikulo Franchi, qui est à l'initiative de ce travail, donc avec le docteur Go et un informaticien, Vincent Martin, dans notre unité. Je les remercie tous les trois parce que c'est vraiment eux qui sont à l'initiative de ce travail, qui vous allez voir est, je pense, un peu inhabituel et en tout cas différent de des analyses statistiques classiques. Donc l'objectif, c'est de s'intéresser au contenu des questionnaires de dépistage de syndrome d'apnée obstructive du sommeil des adultes. Le SAOS, je pense qu'on en est tous convaincus, c'est un trouble du sommeil qui est fréquent et sévère, qui représente un enjeu de santé publique. Et actuellement, le dépistage passe en partie par l'utilisation de questionnaires, des questionnaires qui sont validés et utilisés en pratique courante, à la fois en prévention, en soins et parfois aussi en recherche. Le problème, c'est que ces questionnaires sont nombreux et ils sont tous différents, ils n'explorent pas tous le même contenu. Donc la question, comment on fait pour choisir le bon questionnaire pour son usage spécifique ? Donc à chaque fois, ces questionnaires, ils font l'objet d'une validation scientifique avec des analyses de psychométrie, des analyses factorielles pour savoir lequel a la meilleure cohérence interne, la meilleure validité interne, la meilleure validité externe. Et ça donne des données, mais souvent, c'est pas vraiment sur ça qu'on se base pour choisir un questionnaire. On n'utilise pas la cohérence de l'alpha de Cronbach pour savoir si on va utiliser ce questionnaire ou quoi. Donc en fait, ça, c'est des approches qui sont basées sur des données. Et là, en fait, c'est une nouvelle approche qui a été créée en 2017 sur la dépression et qui est une approche plutôt donc expertale, mais qui est basée sur le contenu de ces questionnaires. Donc on va aller fouiller dans chacun des questionnaires pour voir qu'est-ce qu'ils explorent, quels symptômes ils explorent, en fait finalement lequel chevauche le plus les autres et du coup lequel est le plus central. Donc cette stratégie, la première phase, c'est de sélectionner tous les questionnaires, les questionnaires, on va dire les plus courants, les plus utilisés pour dépister le SAOS. À ce stade, on en avait identifié 11. Ensuite, on prend chacun de ces questionnaires et on les déconstruit, on les décortique, on va chercher chaque item et pour chaque item, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça explore. Je vous donne un exemple, par exemple, l'échelle NOSAS, il y a un item qui s'intéresse au ronflement, un item qui s'intéresse au genre, un item qui s'intéresse à l'IMC, et du coup, on fait le compte de ce qu'explore cette échelle, et on se rend compte que cette échelle, elle explore surtout des caractéristiques sociodémographiques, et il y a une question sur les ronflements. Ensuite, on fait des analyses quantitatives de ces items extraits, de ces symptômes qui sont extraits, et du coup, on crée des figures, et on essaie de réfléchir à... comme je vous disais, quel questionnaire chevauche le plus les autres et quel est le contenu le plus cohérent par rapport à ce qu'on veut faire dans notre projet. Tout ça, ça se représente avec des figures comme ça. Donc déjà, c'est assez joli, mais en plus, ce qu'on voit, c'est que ça répertorie tous les symptômes de tous les questionnaires. Et déjà, ça soulève des premières questions. C'est que quand en pratique clinique, on est face à un patient, il y a pas mal de questions qu'on peut être amené à poser à un patient pour savoir s'il est suspect de faire des apnées du sommeil ou non, et qui n'apparaissent pas dans les questionnaires. Donc, les céphalées matinales ou par exemple le fait d'avoir une icturie, c'est des symptômes qui n'apparaissent pas dans ces questionnaires de dépistage. Bon, il y a effectivement des symptômes qui sont très souvent présents, donc la présence d'apnée, la présence de pause constatée par l'entourage. Et du coup, un autre travail, ça a été finalement de proposer une classification hiérarchique de ces symptômes, parce qu'en fait, effectivement, le fait de poser la question des ronflements ou de poser la question des pauses respiratoires, on explore un concept qui est assez proche,
Quand on s'intéresse à la somnolence, à la fatigue ou à l'insomnie, ou alors quand on s'intéresse aux caractéristiques cliniques du patient, c'est des symptômes qui sont différents et c'est pour ça qu'on les a regroupés dans ces 3 couleurs. La première couleur, donc, c'est les symptômes qui sont de retentissement du sommeil, ça c'est en rouge. Ensuite, il y a les caractéristiques cliniques en jaune et en bleu, on a vraiment les signes spécifiques de la maladie apnée du sommeil. Donc ça, c'est le compte de chaque symptômes extraits dans les questionnaires. Donc on était assez rassurés de voir que les ronflements et les pauses constatées par l'entourage sont posés dans la majorité des questionnaires, quasiment tous. En revanche, on voit par exemple que la somnolence, qui je pense, on est tous convaincus que c'est un élément assez important dans le dépistage des apnées du sommeil, n'apparaît que dans 4 questionnaires, donc sous la forme vraiment de somnolence, parce qu'il y a des questionnaires qui posent la question de la fatigue, et comme on était allé assez loin dans le travail, on a décortiqué fatigue ou somnolence. Donc avec un peu de chance, il y a au moins une question sur la fatigue ou la somnolence dans chacun des questionnaires, mais spécifiquement de la somnolence, il n'y a que 4 questionnaires sur les 11 les plus courants qui l'explorent. Ça, c'est la figure qui permet vraiment de synthétiser tout ce travail d'extraction des symptômes. Et donc, à nouveau, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est qu'on voit vraiment la somnolence comme qui n'apparaît que dans ces 4 échelles et qui n'apparaît pas dans les autres. Ensuite, on calcule donc cette espèce d'index de chevauchement qui s'appelle l'index de Jacquard. Et bon, c'est attendu, hein. On se rend compte que ces questionnaires, ils ont un faible, très faible chevauchement. Enfin, donc faible, très faible, c'est une extrapolation, faible chevauchement. Et c'est pas forcément rassurant quand on compare des études qui utilisent un questionnaire par rapport à un autre, etc. Et ça pose vraiment la question d'essayer d'uniformiser, ou en tout cas de mieux réfléchir à quel questionnaire quand. Donc, comme je vous disais, le contenu est hétérogène, il ne colle pas forcément à la pratique clinique. Il y a un faible chevauchement entre les différents questionnaires, un faible chevauchement global, même s'il y a des questionnaires qui sont un peu plus centraux par rapport aux autres. Et bon, c'est vraiment un travail préliminaire, hein, ça donne vraiment envie d'aller plus loin sur tout ça. Donc la suite, ce serait d'essayer déjà de valider ces 3 dimensions-là qu'on a fait de façon expertale. On s'est dit, bah, ça doit être à peu près dans cette dimension, etc. Mais il n'y a pas de contenu basé sur des données, et donc ce serait intéressant d'aller refaire des analyses factorielles sur des données avec des questionnaires remplis par des patients pour essayer de voir si on s'est juste entendu entre nous sur ça, ou si ça a vraiment ça se retrouve au niveau du remplissage des questionnaires. Ensuite, je pense qu'il y a un objectif, c'est de vraiment essayer de spécifier le questionnaire court. Peut-être s'il est plus utilisé en épidémiologie. Le questionnaire qui est long, c'est plutôt un questionnaire qui va être utilisé à des fins pronostiques ou pour le suivi de la maladie. Et le questionnaire qui explore la somnolence, peut-être c'est celui qu'il faut utiliser quand on veut mettre en place un traitement pour savoir effectivement si la personne a besoin ou non ou le questionnaire qui évalue les comorbidités, c'est des questionnaires qui sont plus à utiliser à des fins thérapeutiques, on va dire. Donc ensuite, écrire cette liste consensuelle des symptômes de SAOS, je pense que c'est un sincère objectif, mais bon, qui dépasse largement le cadre de ce travail. Mais avec cette liste, on pourrait développer des questionnaires pertinents en face de chaque usage. Et puis finalement, une fois qu'on aura mieux travaillé sur les questions minimales pour faire un dépistage précis du SAOS, se posera les questions supplémentaires qu'on pourra ajouter pour phénotyper le SAOS, qui est un enjeu majeur pour essayer d'optimiser sa prise en charge, etc. Donc par exemple, un questionnaire de dépistage pourrait intégrer des éléments qui pourraient orienter la prise en charge derrière, soit sur l'absence de traitement, le traitement par PPC, le traitement par orthèse, etc. Enfin, c'est un travail qu'on a répété dans d'autres domaines, par exemple sur l'insomnie, sur les troubles du sommeil en général ou sur le chronotype. Et ce que ça soulève maintenant, c'est de pouvoir croiser pour la première fois par ces analyses de contenu quand on retrouve un symptôme d'insomnie dans l'insomnie, quand on retrouve un symptôme d'insomnie dans le SAOS. Et du coup, il y a des questionnaires, forcément, les questionnaires de sommeil se recoupent les uns les autres et c'est une nouvelle occasion d'aller explorer les liens entre les différents troubles du sommeil, les différentes perturbations du sommeil par ces analyses de contenu. Merci pour votre attention, j'ai terminé. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions parce que nous devons aller dans l'autre à 12h05. On a 7 minutes. Est-ce que les orateurs veulent bien revenir ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, pas pour l'instant. Oui. Est-ce que vous avez vu que parfois il y avait l'apparition de toux quand on met les patients sous PPC, à l'inverse? Alors ça, clairement, ça, vous ne l'avez pas regardé? On ne l'a pas regardé, non, puisqu'on a refait des questionnaires qu'aux tousseurs. Effectivement, on n'avait pas du tout regardé si la PPC pouvait faire tousser. C'était ça l'idée ?
Non. Il y Ça, avait alors, un vieil article qui disait Ouais. qu'il y avait une production de leucotriène et que justement son abolition, c'était l'équipe de Grenoble qui avait fait ça là-dessus, avec justement peut-être une explication grosso modo inflammatoire, à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer à la mise sous PPC de certains patients. Bah, c'est vrai qu'on peut facilement... Enfin, tout ce qui stimule un peu les mécanorécepteurs toussifs, c'est vrai que d'envoyer de l'air sec, etc., on peut l'imaginer d'un point de vue physiopathologique, mais c'est vrai que je n'avais pas entendu parler de ce type de phénomène. Et en pratique clinique, je dirais que ça, c'est pas l'impression un truc qui nous embête beaucoup. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais, Bon, nous, on l'a pas j'ai eu regardé, 2-3 non. patients que du coup j'avais qui sont mis pleins de ça. sous singulaire et pour lequel ça avait été complètement disparu, sachant qu'ils n'avaient absolument pas de signe clinique d'asthme par ailleurs. La deuxième chose, en effet, c'était intéressant cette question de savoir si il y avait plus de touches chez les patients qui sont apnéiques. Nous, on avait montré qu'il y avait en effet une augmentation de la production de cytokines inflammatoires chez les patients qui sont sages justement, et même par des cellules résidentes au niveau du poumon. Donc en effet, j'aurais imaginé que ça allait être positif. Je suis triste. Faut pas être triste, hein. Je veux dire, on a déjà assez de choses à dépister, je pense, mais parce qu'effectivement, là, je suis allé vite dans la justification, mais il y a des justifications physiopathologiques qui sont assez nombreuses, effectivement, avec il y a tout d'inflammation à la fois pulmonaire ou des voies aériennes supérieures. Il y a beaucoup de travaux sur l'inflammation des voies aériennes supérieures qui auraient... Voilà, on partait plutôt dans l'idée d'avoir un travail négatif, mais positif, je veux dire, mais bon, c'est les résultats. Là, on l'a soumis à l'ERJ. Pour l'instant, il est en reviewing. On se dit qu'un message simple, mais au moins bien fait, propre, ça peut intéresser les gens, quoi. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. J'avais une petite question concernant les opiacés. Est-ce que vous aviez ajusté vos résultats sur la prise d'alcool et de benzodiazépine ? Alors oui, sur la prise d'alcool, c'était des patients qui étaient sevrés, tous depuis 3 semaines minimum. C'était vraiment des patients qui, pour beaucoup, étaient là justement pour des sevrages alcooliques, avec cette addiction croisée que j'expliquais. Et puis sur les benzodiazépines aussi, on n'avait pas retrouvé de corrélation en lien avec ça. Ok. Et d'un point de vue, alors moi c'est une question naïve, pourquoi est-ce qu'on préférerait pas la prescription de buprenorphine plutôt que... Eh ben, il y a des pratiques déjà qui sont très hétérogènes en Europe, par exemple, des pays où il n'y a pas de buprenorphine. Là, nous, par exemple, par rapport aux États-Unis, la méthadone n'est apparue que dans les années 95, alors que c'était dans les années 60 aux États-Unis. Il y a quelque chose de très culturel déjà pour ça. Par exemple, le ratio en France sur les 180 000 personnes qui sont sous TSO, c'est une grande majorité sous buprenorphine, que peuvent prescrire les généralistes, tandis que la méthadone est initiée par les centres spécialisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet effet agoniste-antagoniste, donc potentiellement avec un effet dose plus important, donc des risques d'overdose sous méthadone qu'on n'a pas sous la buprenorphine. Donc il y a toutes ces modalités à la fois culturelles, historiques, mais aussi en pratique, qui fait qu'on prescrit plus en France de buprenorphine. Par contre, chez les gros consommateurs, on s'aperçoit que la buprenorphine ne suffit pas. Et on est obligé de faire un relais par méthadone. Ok. Merci. J'avais aussi une question concernant Proof Synapse. Vous corrélez avec l'IAH qui est détecté par la variabilité de la fréquence cardiaque, par l'activité autonomique. Chez le sujet âgé, quand même, cette activité, elle diminue. Et donc, d'une part, d'autre part, chez le sujet âgé, on a beaucoup plus d'apnée centrale. Est-ce que chez des personnes très âgées, la corrélation entre l'IAH de référence PSG et l'IAH donné par ce calcul est fiable? Alors, on n'a pas utilisé la variabilité de la fréquence cardiaque on mesure la déformation du signal électrique de l'ECG. Ça n'a rien à voir avec la régulation autonomique. Donc c'est pas lié. C'est pas la variabilité. On regarde pas les variations de fréquence cardiaque pour en déduire l'apnée. On regarde la distorsion du signal électrique. D'accord, mais tout de même, sur les apnées centrales, est-ce que vous avez une corrélation qui est aussi bonne que c'est un peu moins bon sur les apnées centrales. Ouais. Alors nous, on a vraiment une population quand même en bonne santé qui fait surtout des apnées obstructives, mais c'est vrai que c'est un peu moins bon avec l'apnée centrale. Mais on l'avait validé chez des insuffisants cardiaques et c'était quand même très, très correct, quoi.
Merci. Moi, je n'ai pas vraiment de questions sur le questionnaire, c'était juste un constat. On vous remercie de travailler sur le phénotypage parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin de plus en plus. On remarque que nos questionnaires ne sont pas adaptés. Je dis ça pour votre travail aussi, pour le travail sur la somnolence au volant. On a besoin de questionnaires plus adaptés, d'une part pour mieux déterminer le type de patient qui est en face de nous et d'autre part pour effectivement pallier à des questionnaires qui sont peut-être un petit peu vieux. Je parle de questionnaire de Porph, peu adapté au dépistage de la somnolence. Donc merci pour votre travail. On est juste dans les temps, je vous remercie. La séance se poursuit. Merci aux orateurs et bravo pour la qualité des présentations. La séance se poursuit juste à côté dans la salle 3 1B où on visite les posters. Merci.